Donc bonjour à tous. Au niveau de mon plan, il va être assez simple. On va commencer par une introduction assez générale pour définir le cadre de qu'est-ce qu'on appelle une génération déjà dans ce cercle. Et on va parler notamment de deux sociologues américains, Strauss et Hove, qui ont fait une étude très poussée sur les générations aux États-Unis. Et après ça, je vais vous présenter les générations de la génération silencieuse jusqu'à la génération actuelle qu'on appelle la génération alpha. Et cela se fera notamment que ça soit ça sera à la fois une présentation de ces générations, de quelles caractéristiques elles peuvent avoir, des exemples aussi marquants de ces générations. Et ça sera aussi l'occasion pour moi de les illustrer, notamment avec de la musique et du cinéma, qui, je pense, comme ça parle à tout le monde. Et on peut voir déjà que avec l'histoire de la musique et du cinéma, souvent, on peut déjà en tirer beaucoup de conclusions sur les générations en fait. Donc, pour commencer, on va déjà donner une définition du sujet. Donc au début du XXe siècle, il y a Wilhelm Ditley qui définit la génération de la manière suivante. C'est un cercle assez étroit d'individus qui, malgré la diversité des autres facteurs entrant en ligne de compte, sont reliés par un tout homogène, par le fait qu'ils dépendent des mêmes grands événements et changements survenus durant leur période de réceptivité. Donc il faut bien distinguer déjà qu'il y a deux sens potentiels à génération, les générations familiales et les générations sociales. Et dans ce cercle, on va surtout parler des générations sociales, même si bien évidemment, les générations familiales et les générations sociales sont toutes les deux liées. Vos parents, par exemple, sont a priori pas de la même génération que vous. Mais il faut bien comprendre qu'on parle de génération sociale ici. Donc, pourquoi aborder ce thème à l'Action française? Parce qu'après tout, c'est pas un thème a priori doctrinal ou autre, donc on pourrait ou même forcément très lié à l'histoire à première vue. Donc la première chose déjà, c'est que la généalogie des hommes est souvent liée à la généalogie des idées. Il y a toujours cette phrase que certains aiment ressortir de Maurras, de toute tradition est critique. La critique en général, elle vient des plus jeunes envers les plus vieux, côté de contestation de la jeunesse. Et enfin, on parle toujours de défendre l'héritage en attendant l'héritier, mais au fond, de quoi sommes-nous héritiers? Donc, on est héritier de nos parents, nos grands-parents avant eux, et ainsi de suite. Mais on est héritier aussi forcément de ce qu'ils ont vécu, de comment ils ont façonné entre guillemets, disons, le monde. Et il y a, derrière les générations familiales, il y a cette question de la reproduction sociale. Donc, dans ce cercle, je le répète, on va pas aborder explicitement ce genre de questions. Les problématiques bourdieusiennes seront laissées en devoir aux auditeurs pour plus tard. Les générations sociales, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le produit d'un contexte social et historique spécifique. Il y a une idée d'événements fondateurs et qu'il y a une construction de mentalité particulière, des goûts, des pratiques sociales, des représentations, des manières d'être. Donc ça, c'est une réflexion qu'on doit à Gérard Mauger. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que nous, par exemple, entre 20 et 30 ans, quoi qu'on puisse en dire, eh bien, nous sommes pas forcément si différents des antifascistes. Au moins par le fait que nous pouvons avoir le même âge qu'eux et forcément nous pouvons avoir des pratiques communes, des goûts en commun, que nous avons le même âge à la même époque et forcément nous avons connu les mêmes événements au même âge. Donc maintenant je vais vous parler de la théorie générationnelle de Strauss et Hove, c'est une théorie qu'ils ont publiée pour la première fois en 1991 dans leur ouvrage Génération, qui a été réédité plusieurs fois de suite aux États-Unis, et il y a un des deux auteurs qui va publier une suite à cet ouvrage cette année, en avril, il me semble. Donc cet ouvrage, qu'est-ce que c'est? Dans ce livre, donc, ça traite des générations qui se sont succédées au cours de l'histoire des États-Unis. Il y a 24 générations anglo-américaines. Chacune de ces générations, ils estiment qu'elle dure environ 20 à 22 ans. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un côté cyclique, en fait, dans leur ouvrage. Il y a 4 archétypes.
le prophète, le nomade, le héros et l'artiste. Et ces 4 archétypes se succèdent cycliquement selon des virages tous les 80 à 90 ans. L'idée des 20-22 ans, c'est pour essayer de faire coïncider une génération avec une génération sociale avec une génération familiale, au moins en partie. Et c'est au final assez lié à ce proverbe oriental que je pense que tous connaissent ici. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, des périodes de paix créent des hommes faibles faibles créent des temps difficiles. Donc les virages, qui sont donc les moments phares, on va dire, qui se succèdent et qui sont donc liés au changement de génération. Le premier, ils appellent ça le haut en français. Donc on a des institutions qui sont fortes, on a un individualisme qui est faible, la société est confiante et elle pense collectif, sauf bien sûr pour quelques marginaux, comme il y en a toujours. Ensuite, il y a la période d'éveil. Les institutions sont attaquées au nom d'une autonomie spirituelle et personnelle. Le haut précédent est vu par les jeunes activistes comme une ère de pauvreté culturelle et spirituelle. Ensuite, on a la période des démêlés. Les institutions sont faibles et décriées. L'individualisme fort est florissant. La société veut s'atomiser et profiter. Et enfin, quand vous avez une période avec des institutions qui sont faibles et décriées, un individualisme fort et poussé, il y a la période de crise qui est souvent donc une période de guerre ou de révolution. La vie institutionnelle est détruite, en général purement et simplement, et il faut reconstruire selon les dangers perçus vis-à-vis de la survie de la nation. Donc leurs archétypes ensuite, qui donc correspondent aux générations sur lesquelles ils s'expriment, mais pour eux il y a 2 périodes formatives. Il y a l'enfance et quand on est jeune adulte. Dans une génération donnée, il y a le partage d'attitudes selon la famille, le risque, la culture, les valeurs et l'engagement civique, formés par des expériences similaires à l'aube de leur vie pour aboutir à des trajectoires communes. Donc ces 4 archétypes, tout d'abord, il y a le prophète. Ce sont les enfants durant une période de haut, et en général, ils deviennent donc des jeunes imbus d'eux-mêmes durant un éveil, puis se concentrent sur la morale et leurs principes afin de devenir de vieux guides lors d'une crise. Après, il y a les nomades, ceux qui naissent durant l'éveil, où les idéaux et l'ordre sont établis, sont attaqués. On les laisse souvent ils sont souvent vus comme étant laissés un peu à l'abandon comme enfants, et devenant des adultes aliénés pour donner des leaders qui peuvent être cependant pragmatiques durant une crise et qui peuvent ainsi permettre d'aboutir à des anciens qui sont résilients. Enfin, il y a les héros. Ensuite, il y a les héros. Ce sont les enfants lors d'un démêlé, la période de laisser faire. Ils pensent collectif comme jeunes adultes lors des crises. Ils émergent aussi comme adultes souvent surconfiants et ce sont eux qui seront les prochains leaders. Et donc, vu que ce seront les prochains leaders, ce seront eux qui seront la cible du prochain éveil. Et enfin, il y a l'artiste. Ce sont ceux qui naissent durant une crise, la période complexe et dangereuse, en conséquence de quoi leurs parents les surprotègent, et ça donne souvent des conformistes dans le monde d'après. Et ils vieillissent en adultes réfléchis. Et ensuite, il y a les générations qui sont dites dominantes, les indépendantes qui agissent sur l'époque, donc les prophètes et les héros. Au fond, ceux qui sont les leaders qui se font attaquer et ceux qui deviennent les leaders suivants. Ou les générations qui sont dites réactives, qui dépendent du rôle défini dans l'époque, les nomades et les artistes, qui sont plus les générations de suiveurs. Donc c'est une théorie qui est cyclique, c'est le tableau que j'ai mis dans l'illustration conférence. Donc s'il y en a qui regardent les diapositives, il y a ce qu'ils appellent cyclum, on peut voir ça comme un âge. Vous verrez que les dates sont pas forcément identiques entre la version française et anglaise de l'article Wikipédia. Et en fait, dans la version que j'ai du livre, toutes les générations ne sont pas représentées. Vu que l'ouvrage date de 91, forcément, les auteurs avaient pas intellectualisé précisément au niveau des dates jusqu'à l'époque actuelle. Donc je vais me concentrer pour des soucis de clarté, notamment au niveau des dates, sur la version que j'ai envoyée dans l'illustration conférence. Donc dans ce cercle, on va surtout s'intéresser aux 5-6 dernières générations. On va bien évidemment pas toutes les faire. Et puis ce sont globalement les générations qui se retrouvent liées avec l'histoire de l'action française. Donc cela nous permet d'imaginer nos aînés camelots, voir qu'est-ce qu'ils ont eu à notre âge et ainsi
replacer peut-être un peu en perspective. Donc ensuite, vous avez la frise aussi, qui est la frise chronologique. Vous avez les différentes générations. Ça permet ainsi de se rendre compte que de cette phrase qu'on entend des générations qui passent. Typiquement, la mort du dernier poilu, par exemple, quand on était dans les années 2000. C'est souvent lié à cette idée que ceux qui étaient témoins d'événements historiques ne sont plus et qu'on perd ainsi les sources primaires et les témoins directs pour devoir se concentrer uniquement sur ce que nous est rapporté par les écrits, par les enregistrements maintenant, ou par des témoins directs. Mais par exemple, on peut plus interroger de poilus maintenant. Ils sont tous morts. Au moins en France et même, il me semble, dans le monde entier. Même très probablement, vu qu'on est en 2023. Donc, on va commencer par la génération perdue. Donc, ces générations, souvent, elles sont liées, donc, comme je l'ai dit, à une époque. Il y a un terme pour ça que vous pouvez rechercher qui s'appelle le chrononyme. C'est une période qui est estimée cohérente pour les individus. Par exemple, en France, c'est la Belle Époque, ou le penchant britannique, ça serait l'ère victorienne. Pour les Japonais, c'est souvent lié à l'empereur, en fait, qui est lié, par exemple, si vous regardez au Japon, leur calendrier est même remis à zéro, en fait, avec le changement d'empereur. Par exemple, il y a eu l'ère Akihito. Donc, la génération perdue, c'est la génération qui s'étend, donc j'ai repris les dates de la qu'on appelle ça en français, de la timeline que je vais envoyer dans l'illustration conférence. Donc, je vais me baser sur ces dates-là et ce découpage-là, qui est le découpage qu'on trouve le plus souvent, qui est aussi en institut statistique américain, peut-être le Pew Research Institute. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par parler de la Lost Generation, la génération perdue en français. Donc, de 1883 à 1900. Donc, c'est la génération de Charles de Gaulle, d'Ernest Hemingway, du réalisateur Friedrich Wilhelm Murnau, de Fritz Lang, d'Eisenstein, d'Abel-Gance pour le cinéma, d'Hitchcock aussi. Et en musique, c'est la génération des plus anciens bluesmen, par exemple, comme Charlie Patton. C'est la génération qui a connu la démocratisation des systèmes d'égout, la naissance du cinéma. Les premiers films datent du milieu des années 1890. C'est l'augmentation de l'instruction publique avec la Troisième République. C'est la production massive des jouets d'enfants. C'est la génération des jeunes qui ont fait la Première Guerre mondiale. Il y en a probablement parmi vous ce soir ou qui m'écoutent en différé ou un de vos arrière-grands-pères a été dans cette génération et a ainsi fait la Première Guerre mondiale. C'est la génération aussi des femmes qui ont été les suffragettes. On filme par exemple ces films des expressionnistes allemands comme Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, de Metropolis aussi de Fritz Lang, Les Temps modernes, Les Dictateurs de Chaplin, et ainsi que bon nombre des films Hitchcock. Donc ensuite, on va passer à la génération grandiose. Donc c'est la génération de Charles Trenet, d'Edith Piaf, de Robert Johnson, de Marilyn Monroe, de Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. La génération de Charlie Parker, de Louis Armstrong, de Django Reinhardt, de Georges Brassens, ainsi que de Jimmy Carter et d'Akira Kurosawa. C'est la génération qui est adolescent et adulte, ils ont découvert Superman et Batman, 1938 et 1939 respectivement. La génération qui a découvert le jazz et le blues. Ils sont nés, l'action française existait déjà. Certains ont participé aussi février 34 d'ailleurs, qui a baigné dans le souvenir de la Première Guerre mondiale. Ça a touché directement leurs frères par exemple. C'est une génération qui a directement connu la pandémie de grippe espagnole, ainsi que des innovations comme la radio, le téléphone et l'automobile. Le krach boursier de 1929, bien évidemment. C'est une génération qui a grandi dans le souvenir de la Première Guerre mondiale pour mieux se jeter dans la réalisation de la seconde. En musique, c'est la génération qui a connu le Delta Blues et le swing et le bebop. Et comme disque de jazz fait par des hommes de cette époque, il y a bien sûr Kind of Blue de Miles Davis et Jazz de John Coltrane, tous les deux sortis en 59. C'est des films comme Un tramway nommé Désir avec Marlon Brando, Le septième saut d'Ingmar Bergman ou Ben-Hur et d'Akira Kurosawa, bien sûr, les 7 samouraïs. Ensuite, on va passer donc à la génération silencieuse.
C'est la génération qui a de nos grands-parents. C'est une génération qui est attachée aux traditions et au local, par exemple, avec l'exemple du marché. Donc c'est la génération qui a donné Louis Malle, par exemple, ou Jean-Luc Godard, ou Agnès Varda. C'est la génération de François Truffaut aussi. De certains des grands géants du cinéma français, comme Brigitte Bardot, comme Alain Delon, comme Jean Rochefort, comme Jean-Paul Belmondo, de Bertrand Blier ou de Claude Lelouch. En dehors du cinéma, par exemple, c'est la génération de Jacques Chirac aussi, de Noam Chomsky, d'Andy Warhol. En musique, c'est la génération de Jimi Hendrix, de Jerry Garcia, de Bob Dylan, de Janis Joplin. Des grands musiciens de jazz américains des années 50 ou 60 comme John Coltrane, Miles Davis, Albert Ayler, Pharoah Sanders, Ornette Coleman. En France, c'est la génération de Gainsbourg, de Claude Nougaro, de Jacques Brel, de Barbara, de Johnny Hallyday, de Jacques Dutronc, de Claude François, d'Eddie Mitchell, de Dalida, mais aussi des Beatles, de Jagger et Richards. C'est la génération qui a connu la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, le macartisme aux États-Unis, la démocratisation de la radio et la télévision. Et la génération, le 78 tours, a été supplantée par le 33 tours. Et un événement sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, mais qui est pour moi assez fondamental sur les pratiques. Donc au niveau des films, par exemple, c'est des classiques de l'âge d'or d'Hollywood, comme Citizen Kane d'Orson Welles, Deux hommes en colère de Sidney Lumet, Fenêtre sur cour d'Hitchcock, Le Cerf de la peur de Clouseau, Le septième voyage de Sinbad de Nathan Duran, qui est surtout connu pour les effets spéciaux visuels de Ray Harryhausen en animation par volume. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Et les débuts d'Elvis Presley, la valse à 1000 temps de Jacques Brel. Aussi penser à Chuck Berry, par exemple, la naissance du rock'n'roll et de rockabilly, du blues électrique de Chicago, et des premiers albums aussi, donc de Jacques Brel et de Barbara. Donc ensuite, la génération qui, je pense que tout le monde connaît ce soir, est la génération des baby boomers. Donc leur nom, il vient du fait après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un pic de naissance qui s'est étalé globalement de 1945 à 1964. Et c'est, par exemple, le général de Gaulle les appelait les beaux bébés. Et donc baby boomer, ça vient de baby boom, donc de ce pic de naissance qui a caractérisé cette époque en France et dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc Jean-François Cyrinelli, par exemple, les résume ainsi. Il dit: quand ils sont nés, quand ils ont grandi, les faits se sont penchés sur leur berceau. 4 faits: la paix, la prospérité, le plein emploi et la croyance dans le progrès. Ce n'est pas une formule, c'est la réalité. Il y a un avis que j'ai trouvé dans un commercial, par exemple, sur Internet aussi, qui est décrit comme parfois opportuniste, souvent autonome et mettant un point d'honneur à maîtriser la technologie. C'est une génération innovante, défricheuse, inventive. C'est une génération qui achète dans les supermarchés, les centres commerciaux, dans les commerces de proximité sur le web. Ils achètent et ils achètent partout. La génération 68, celle des débats publics. Avoir 20 ans en 1968, c'était à l'époque vraiment un vrai espoir d'un avenir ouvert et de progrès économique et social et culturel. Avec un bac à l'époque, tout était possible, on n'avait pas besoin de ses parents pour réussir sa vie. Je pense que tout le monde connaît une bonne part de la musique de l'époque. Donc les baby boomers, des fois vous pouvez les voir, et c'est aussi ce que je fais, subdiviser en 2 sous-parties. Il y a une première moitié qui est de 45 à 53. Et en fait, souvent, quand on parle des baby boomers, implicitement, on parle en fait de cette première moitié, qui donc la génération qui est de tous ces artistes musicaux que je pense que tout le monde a au moins écouté une fois dans sa vie. Si ce soit, que ce soit Pink Floyd, les Who, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Magma en France avec Christian Vendée, et d'autres groupes français de l'époque comme Ange ou Malicorne. La génération de Goldman et de Balavoine aussi. Donc dans le cinéma français, par exemple, c'est la génération de Depardieu, de Patrick Devers, de Jean Reno. En politique, par exemple, il y a aux États-Unis, on se rend compte qu'ils ont eu quand même 3 présidents américains qui sont nés, en plus d'être nés à la même année, vraiment tous les 3 des boomers. C'est Clinton, Trump et fils Bush. C'est la génération de Jacques Attali. C'est la génération des Camelots de 1968 aussi. C'est la génération qui, en 1954, a
alors qu'ils étaient vraiment tout petits, connu par Jacques Ike, la création du créateur du cinéma Le Grand Rex, qui a entièrement reconstruit l'intérieur et le hall de l'Olympia, avec Bruno Cocatrix comme directeur, et ce le 5 février 1954. Donc la deuxième moitié de cette des boomers, c'est donc de 54 à 64. Donc ils ont vécu dans la prospérité économique et le progrès social et technique, et dans une certaine sorte, on va dire, voués à une société hiérarchique, et la consommation de masse s'installe avec eux. C'est une génération qui peut être assez voyageur et mobile, surtout pour aller voir la famille. Peut-être que parmi vous, il y en a dont les parents ou les enfants viennent les voir alors que malgré la distance. Mais ils peuvent être aussi sectaires et égoïstes, idéalistes et rebelles. Donc dans cette deuxième moitié de boomers, en fait, on se rend compte que c'est aussi beaucoup d'artistes qu'on connaît probablement au moins en partie. Donc c'est le ghost rock, par exemple, comme Robert Smith, aussi and the Banshees. C'est la New Wave avec Joy Division ou Duran Duran. La génération qui écoutait Indochine et Téléphone, Bruel, Metallica ou Megadeth, les Red Hot Chili Peppers, Madonna ou Michael Jackson. C'est la génération de Luc Besson et d'Isabelle Adjani, la génération de Tom Cruise, des Chevaliers du Fiel, la génération de Sarkozy, de Hollande ou de Merkel. C'est la génération que les boomers, c'est la génération qui, quand ils étaient au collège, a connu les maths Bourbaki. Donc qu'est-ce que c'est que les maths Bourbaki? C'est une réforme des mathématiques qui a eu lieu en 68, qui visait, on va dire, en espérant que, en donnant des billes théoriques mathématiques aux élèves dès le plus jeune âge, en leur faisant construire notamment tout ce qui est objets mathématiques comme je vais pas un peu en tirer dessus, mais comme ce qu'on appelle les structures en mathématiques, les élèves seraient beaucoup plus performants en maths, auraient une meilleure conception des concepts et une meilleure approche des théories sous-jacentes. Il y en a qui ont été clairement traumatisés par cette approche des mathématiques, et donc vraiment très abstraite. Il y a des choses qu'il faut se dire. Vous regardez par exemple la définition d'une droite au collège dans les années 70. Je pense qu'il y a un bon nombre d'élèves de terminale de nos jours qui la comprennent absolument pas. C'est au fond plutôt des choses qu'on fait en classe préparatoire, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça a été depuis complètement éliminé de tous les programmes des maths Bourbaki, et on a plutôt sombré même dans l'extrême inverse. Au moins pour quelque temps. Donc c'est la génération aussi du phénomène hippie, par exemple, avec Woodstock et la contre-culture américaine. C'est la révolution culturelle en Chine. Donc c'est la génération la révolution culturelle en Chine, 66 à 76. C'est la génération des maoïstes au final. C'est la génération de la Beat Generation aux États-Unis, la contre-culture américaine. Et c'est la génération qui a connu donc les mouvements de la deuxième vague du féminisme, que ce soit le divorce, la contraception ou l'avortement. C'est la génération qui a connu, pour le sortie au cinéma, La Grande Vadrouille, Les Tontons Flingueurs, Un singe en hiver d'Henri Verneuil, Z de Costa Gravas et la série des Antoine Doinel de Truffaut. Je pense que si vous avez une série de films à voir pour comprendre l'état d'esprit des boomers, regardez les films Antoine Doinel de Truffaut. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une série de il me semble 4 ou 5 films, je me souviens jamais, qui s'étendent donc de 59 à 79 et qui ont comme particularité que c'est le rôle d'Antoine Doinel en fait est joué toujours par le même acteur. En 59, il a donc 12 ans et en 79, 32 ans. Et à mesure que l'acteur grandit, son personnage grandit lui-même aussi. Et on voit bien donc l'évolution que peut connaître un enfant de la fin des années 50 jusqu'à un jeune adulte à un trentenaire même à la fin des années 70. Donc en musique, c'est Woodstock par exemple, c'est Blonde on Blonde de Bob Dylan, Love Supreme de John Coltrane, une génération qui a été beaucoup influencée par le jazz, qu'on appelle le jazz spirituel aux États-Unis, Pornography des Cures, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'est la génération qui a connu, qui a vraiment pris en main le fait que le 78 tours avait été supplanté par le 33 tours. Maintenant, je pense que bon nombre d'entre nous écoutent leur musique sur Spotify, par exemple. Mais vous en doutez très certainement, ça n'a pas été toujours le cas, loin de là.
Et ce qu'il faut se dire, donc un 78 tours, pour ceux qui ne sauraient pas du tout, il faut se dire une chose, c'est que vous pouviez à peu près mettre 3 minutes de musique par face. À la fin des années 40, on a commencé à développer d'autres moyens de mettre d'autres moyens de contenir de la musique. C'est pour les 45 tours ou les 33 tours. Un 33 tours, on peut mettre 35-40 minutes. On peut potentiellement même mettre jusqu'à 1 heure de musique avec une demi-heure par face. Bon, bien sûr, ça au prix souvent de la qualité audio. Mais ce qu'il y a surtout cette idée, c'est que vous passiez avec un 78 tours où vous pouvez mettre que 3 minutes de musique par face, avec un 33 tours, vous pouvez mettre jusqu'à presque 40-45 minutes de musique sur l'album. Et c'est là vraiment qu'est née cette idée d'album, et de ce qu'on peut appeler le concept album, c'est l'idée que plutôt que de sortir des disques, alors je mets de côté les disques qui pouvaient sortir dans les années 50 déjà, qui profitaient du grand format, comme les opéras par exemple, ça a été initialement prévu pour ça d'ailleurs, comme la marque par exemple Deutsche Grammophon, que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques de vinyle à des prix assez bas, et même encore actuellement en CD. Mais c'était cette idée que dans la musique populaire, on peut aussi on peut penser le temps long. On peut pas faire que des chansonnettes de 3 minutes et les sortir après en compilation sur un 45 tours, on reprend les 10 ou 12 meilleurs singles qui se sont le mieux classés dans les ventes. On peut proposer en fait des œuvres qui sont cohérentes ensemble. Il y a le concept album, il y a vraiment donc l'idée d'un concept derrière l'album. Il y a un thème sous-jacent à tout l'album. Il y a l'idée que la pochette elle-même, ou même l'entièreté en fait de l'emballage lui-même pouvait être pensée comme une partie déjà de l'écoute de la musique, et que avant même déjà d'avoir mis le disque sur la platine, vous aviez déjà commencé entre guillemets à écouter de la musique. C'est quelque chose qui s'est complètement perdu, le concept d'album maintenant, surtout avec en tout cas en tant que au moins dans la culture musicale populaire, et au moins dans les artistes qui vendent leurs disques on va dire en renfort de millions et de millions d'albums. Pour maintenant avec Spotify, tout le monde peut faire sa propre playlist, et on se pose plus vraiment forcément la question de le disque, quel est l'album derrière, et est-ce que la chanson a été pensée comme le 3e morceau de l'album ou le 6e, dans quel contexte ce titre s'inscrit. Donc c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que c'est la génération aussi, les boomers, où de façon avec la consommation de masse, niveau musical, c'était aussi l'époque où est vraiment né les grandes tournées américaines des artistes, et même le concept juste d'avoir des grandes tournées où vous partiez pas en tournée de musique juste pour voir des spectateurs, mais vraiment pour engranger de l'argent. C'est il faut se dire une chose, dans les années 60, il y avait beaucoup de salles. Vous prenez l'Olympia par exemple, c'est des salles qui sont relativement petites, c'est des salles qui font 1000-2000 personnes. C'est pareil pour les Fillmore aux États-Unis. Et après dans les États-Unis, et donc on a commencé après dans les années 70 vraiment à construire des gros stades où vous aviez des artistes maintenant qui remplissaient 70 000 places, et maintenant vous voyez tous les ans les meilleurs artistes en termes de vente de billets, les sommes astronomiques qu'ils peuvent engranger. La tournée est vraiment devenue pas qu'un moyen de voir le monde, mais d'en voir le maximum dans le petit espace, et si possible en faisant payer les places le plus chères. Donc après la génération des boomers, donc il y a la génération X. Donc c'est la génération qui est née entre 65 et 82. Donc il y en a qui considèrent comme une génération de laissés pour compte en fait. C'est une génération qui est pas aussi chanceuse que les boomers, parce qu'ils n'ont pas connu les 30 glorieuses autant que leurs prédécesseurs. Et il y en a qui diront que par rapport à la génération suivante, la génération Y, ils sont pas forcément aussi aptes avec l'informatique. En tout cas, ils sont aptes différemment. C'est la génération qui a connu Star Wars le premier, c'est 77. C'est la génération du Club Dorothée avec Goldorak ou Albator en France. La génération des premiers jeux vidéo avec l'Atari et la création d'Apple. L'Apple, c'est 76. En musique, c'est la génération du grunge avec Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains et Pearl Jam. De Céline Dion, des frères Gallagher d'Oasis. Au cinéma, c'est la génération de J.J. Abrams, de Ryan Gosling, de Michelle Hazanavicius, de Cate Blanchett et de Charlize Theron. C'est la génération d'Emmanuel Macron aussi, de Marine Le Pen.
et de Jean d'Orléans. C'est une génération qui était sévèrement touchée par les mutations économiques et sociales des années 80. C'est la génération MTV donc MTV, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une chaîne musicale américaine qui diffusait des clips à longueur de journée. Et, c'est là qu'a vraiment commencé l'idée que on peut faire des clips, certains plus ou moins de façon réussite, qu'elle soit Michael Jackson ou le clip de Money for Nothing de Dire Straits, comme je pense sont parmi les plus emblématiques de l'époque. C'est la génération qui a commencé à voir que les problèmes environnementaux commençaient à se manifester. Alors l'écologie politique les a pas attendus, bien évidemment. Qu'en France, on a déjà eu des ministères de l'écologie presque une dizaine d'années avant les années 80. Mais c'est là que ça a commencé à devenir un sujet plus dans le débat public. C'est la génération qui a commencé à voir à la toute fin, au début des années 80, donc la naissance des écoles à éducation alternative. Donc comme Montessori ou Steiner Waldorf. Alors Montessori, bien, il y en avait avant, mais ça a commencé à vraiment se développer en France. Il y a par exemple ce reportage que certains ont dû voir de Brut d'un lycée autogéré de Paris, qui doit avoir quelques années maintenant, qui date et typiquement ce lycée l'a ouvert au début des années 80, je crois en 82 de mémoire, 1 ou 2 ans près, c'est l'ordre d'idée. La génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Avant les jeux vidéo, c'était quelque chose de vraiment très très rare. Il y avait des jeux vidéo dans les années 70 par exemple, comme Pong, mais c'était vraiment des curiosités. C'est la génération qui a commencé à vraiment voir le jeu vidéo se développer. Donc en cinéma, c'est la génération qui allait pas forcément pas voir Avengers, mais ils allaient voir les derniers slashers comme Halloween de John Carpenter, Hellraiser. La génération de Blade Runner, de Flashdance, de Top Gun, de Retour vers le futur, du Père Noël est une ordure. C'est la génération donc de Nirvana avec Nevermind, de Ready to Die de Notorious Big, de Thriller de Michael Jackson. La génération aussi des débuts de l'électro comme avec Aphex Twin par exemple, ou du métal et du métal dans son ensemble comme Metallica ou Megadeth, ou le métal extrême comme des groupes comme Death par exemple aussi en death metal, ou Mayhem en black metal. La génération Y ensuite, c'est la génération de 83-96, c'est peut-être certains parmi nous ce soir sont de cette génération. Donc c'est une génération qui est perçue comme avide de liberté, transgressif, rebelle, déçue des idéologies, qui banalise la mobilité. Ils sont contemporains d'Erasmus par exemple. C'est souvent des adeptes du vélo. Ils ont une grande valeur accordée au collaboratif, à l'éthique et au réseau. Donc comme représentants, pas forcément aussi incroyable que certains des générations précédentes. La génération de Justin Bieber, de Kendrick Lamar, de Katy Perry, de Lady Gaga et de Perturbator, pour parler d'un artiste français que j'apprécie tout particulièrement. Emma Watson, de Kirsten Stewart, de Frankie Muniz, de Malcolm, du joueur du grenier aussi. C'est tous les streamers français de Twitch, au moins pour les plus anciens, sont de cette génération. La génération de Mark Zuckerberg. Et en politique, c'est par exemple Marion Maréchal ou Adrien Quatennens. Et une bonne partie des militants d'Action française d'aujourd'hui sont de cette génération encore. C'est une génération qui a jamais connu la menace d'apocalypse de la guerre froide, comme à contrario de leurs aînés. On voit que les plus âgés avaient 8 ans quand le mur a chuté. Et une génération qui n'a pas connu le monde sans le sida. Le sida a commencé à devenir un problème de santé publique en 81. Même si l'épidémie, on arrive maintenant à la retracer, elle prédate des années 50. Elle date des années 50, c'est vraiment en 80 que la pandémie a été déclarée. Et elle dure toujours. La génération qui est contemporaine de l'écologisme grand public, pour lesquels les jeux vidéo et les séries sont vraiment banalisés, au point que maintenant, je pense que tout le monde, c'est une génération pour qui vraiment tout le monde a dû jouer à au moins quelques jeux vidéo dans sa vie. C'est plus du tout quelque chose vu comme de niche. Mais que ça soit des jeux vidéo qui sont, on va dire tout grand public, comme les jeux Nintendo, au moins certains comme les jeux Mario. Et la génération, c'est aussi, il y a aussi bien sûr des jeux plus, on va dire pour les adeptes du jeu en tant que médium. La génération des séries aussi, donc avec Breaking Bad et Lost comme premier représentant important. C'est la génération pour qui la télé était vraiment importante, que ce soit avec le Club Dorothée, la Pokémania, les Minicums, le Top 50 des chaînes privées.
qui ont commencé à naître avec Canal+, et la 5, la TV6, et la naissance ainsi d'Internet. Internet, c'est tout début des années 90, 90 même. Donc c'est une génération au final qui a très peu connu de monde sans Internet. Donc c'est la génération où les acteurs sont apparus par exemple dans Harry Potter, dans Inception, dans Ring, dans Kirikou la sorcière, dans American Psycho, les choristes ou le jour d'après ou Fight Club. La génération d'artistes musicaux comme King Gizzard and the Lizard Wizard ou Polyphia ou Kendrick Lamar ou Perturbator. Ensuite, et en dernière génération, après ça je reviendrai désolé pour mon petit cafouillage sur la génération GI manquante entre la génération silencieuse des baby boomers. Je reviendrai juste après la génération Z. Donc la génération Z, c'est la génération entre 97 et 2009. Donc cette génération qui est née après Google, ils ont connu uniquement les smartphones. La Wi-Fi est omniprésente dans leur vie. L'instabilité financière également. La croissance moins longue, la période actuelle, ça s'appelle, c'est nommé une stagflation par exemple. On augmente, mais un petit peu. C'est une génération qui a toujours connu un climat béni par le terrorisme. C'est une génération qui est réputée plus engagée dans les ONG. Il y en a qui parlent d'un retour dans la recherche de métier et du sens du collectif. Je disais pas plus tard qu'hier un article sur le sujet que je vais vous envoyer dans Illustration Conférence, qui justement d'un livre qui va sortir ou qui est sorti il y a très peu de temps sur cette génération Z justement. Cette idée que le collectif revient et le retour à un besoin de sens qui est assez lié, je pense, à le fait qu'après la génération précédente ait poussé au maximum la notion de politique liée à l'identité, ce qu'on appelle l'identitarisme. En anglais, vous pouvez voir le terme d'identity politics. C'est par exemple le fait de se revendiquer comme noir, comme LGBT, comme une religion. Il y a, je pense, cette idée de retour, on va dire, à au moins une notion de collectif qui passe du coup fortement par l'identité. On cherche pas à être collectif parce qu'on vit au même endroit, par exemple, mais c'est une génération qui cherche à penser collectif parce que vous allez regarder les mêmes séries avec quelqu'un, vous êtes tous les deux noirs, par exemple, donc ça vous fait un lien commun. C'est comme ça que cette génération pense plus, en tout cas que les générations précédentes, dans cette optique-là. Donc c'est la génération des ONG, c'est une génération qui est aussi adepte des applications, vu que forcément le smartphone est devenu un moyen, une part intégrante de leur vie. Donc ils achètent sur Vinted par exemple, comme beaucoup plus que leurs aînés. Ils sont très voyageurs, ils s'engagent différemment. Beaucoup plus de grèves, par exemple, menées par Greta Thunberg en 2018 pour la grève mondiale de la jeunesse. Et en même temps, ils ont un grand sens de la conformité, ce qui s'explique au moins en partie par le fait que maintenant, avec Internet, nous permet d'avoir suffisamment Avant, on pouvait se comparer, pour faire simple, au village ou à la ville dans laquelle on vit. Maintenant, on peut se comparer au monde entier. C'est une génération qui a plus du tout le sens du temps tel que leurs aînés pouvaient l'avoir. Vous postez un truc sur Twitter, 5 minutes après, la Terre entière est au courant. C'est une génération qui aussi, il y a un certain retour au nationalisme en fait, où l'approche mondiale par rapport au national, 51% des jeunes de cette génération qui ont une préférence nette pour l'approche nationale par rapport à l'approche mondiale. Il y a deux contre-exemples, au moins dans le monde occidental, c'est l'Allemagne et la France. C'est la génération de Greta Thunberg, de Kylian Mbappé, de Kylie Jenner et des influenceurs comme elle, ou de Bilal Hassani, certains rappeurs comme Kobalade, mais c'est aussi, je pense que c'est positif, c'est aussi la génération de l'Action française d'aujourd'hui. C'est une génération qui est souvent plus marquée par les maladies mentales, le manque de sommeil. On peut noter d'ailleurs que sur l'aspect biologique, quand c'est vraiment sur le biologique, vous avez 3 ans de puberté qui ont été perdus par les filles en un siècle.
Il y a un vrai impact des écrans. Bien sûr, il peut y avoir des points positifs. C'est comme Internet. Ça dépend un peu de ce que vous en faites. Si vous utilisez Internet pour chercher des ouvrages au hasard, des ouvrages de Charles Maurras, vous apprendrez certainement bien plus que si vous utilisez Internet uniquement pour regarder TikTok comme à l'infini. Et effectivement, c'est le problème qu'a cette génération, c'est que c'est cette idée un peu d'ordinateur nounou. Il y avait déjà ce problème qui se manifestait avec leurs aînés. On a fait des études et on s'est rendu compte que, par exemple, les jeunes qui passaient du temps devant la télé plutôt qu'en famille étaient plus agressifs que ceux qui passaient le même temps avec leur famille. Il peut y avoir des problèmes liés à leur intention et à leur vocabulaire. Attention, tous les enseignants s'en rendent compte maintenant. C'est des générations qui sont vraiment tellement habituées au format court. Une vidéo TikTok, c'est 1 minute. Qu'ils ont du mal à rester concentrés longtemps. Et ça peut être lié à leur vocabulaire. C'est une génération qui a grandi avec des crises. Il y a eu la Covid-19, il y a eu l'Ukraine. Il y a aussi une certaine nostalgie que j'ai notée personnellement, que ce soit dans l'esthétique au moins, typiquement avec cette mode de la synthwave, et au fond qu'une mode des années d'imaginer les années 80 avec un auréolé d'une certaine nostalgie. C'est une génération pour qui l'écologie politique est omniprésente. Pareil pour les questions LGBT. Cela peut sembler assez évident, mais il faut se dire une chose, c'est que leurs aînés ce sont vraiment des choses nouvelles. Maintenant, c'est évident que maintenant on est obligé c'est une génération qui est obligée de se positionner par rapport à ces questions-là. C'est plus possible de ne pas penser à l'écologie ou aux questions LGBT, que ça soit pour ou contre, peu importe, mais c'est des sujets qui sont devenus omniprésents dans la société et qui sont portés par cette génération-là. Donc c'est la génération qui a vu les films intouchables, les films de super-héros du Marvel Cinematic Universe, Your Name aussi. C'est une génération pour qui le médium d'animé, par exemple, est devenu quelque chose de totalement mainstream et plus du tout quelque chose de niche. Même il y a une recrudescence du cinéma en dehors de l'Europe et du monde occidental. Ce soit Parasite, par exemple, de Bong Joon-ho, de Whiplash, aussi de Damien Chazelle, Joker de Todd Phillips. C'est la génération on dit accro aux séries, que ce soit avec Peaky Blinders, The Walking Dead, Game of Thrones, Stranger Things ou Black Mirror. C'est la génération qui est du mumble rap, nouveau de girls band. Une génération que j'ai tendance à dire du coup sans album. Mais c'est une conclusion sur laquelle j'apporterai quelques légers bémols depuis quelques lectures récentes, où par exemple certains artistes se sont remis un peu plus à penser au temps long et à l'album du coup, en se rendant notamment avec la Covid-19 en fait, et en se retrouvant en un sens face à eux-mêmes dans leur chambre sans pouvoir sortir, se sont révélés devoir repenser à nouveau le temps long. Donc c'est conclure cette conférence par la dernière génération en date, la génération alpha, donc la génération qui commence en partir de 2010 et qui est donc toujours en cours, au moins je pense pour encore quelques années. Donc la génération alpha, c'est la première génération qui a passé sa vie complètement immergée dans les nouvelles technologies. C'est en 2010 que le mot appli a été désigné comme mot de l'année et que Instagram et l'iPad sont nés. C'est souvent les enfants des millennials. C'est un mariage solide, être un bon parent. C'est probablement quelque chose qu'ils verront comme moins important qu'une carrière bien rémunérée, et qui fonctionne. Leur engagement pour des marques peut être réel, tant que pour l'environnement, mais il y aura un sens d'adhésion à une marque. Peut-être même plus qu'envers une nation. C'est une réflexion que je jette comme cela pour alimenter vos réflexions personnelles. C'est une génération qui va peut-être même devoir, certains disent, réinventer le sens du mot humain, à l'heure où on baigne dans les nouvelles technologies et où Internet et les écrans
le numérique sont vraiment omniprésents dans un monde totalement interconnecté où tout est en train de devenir application. Peut-être même que ça sera la génération qui va nous amener vers le transhumanisme. Peut-être pas. C'est en partie à nous de faire notre futur et de faire attention donc à ces jeunes générations qui nous succèdent. Merci pour votre attention. Merci Aurel pour ta conférence. On va passer aux questions avec une question de Chauvin Malin qui demande: est-ce vrai que les personnes âgées sont nombreuses à embrasser le progressisme? Alors la question est en partie double. C'est que si on regarde, il y a beaucoup de... Faut pas oublier une chose, c'est que c'est la limite aussi de ce concept de génération, c'est que les gens évoluent avec le temps. Et il y a toujours ce côté, qu'on peut voir dans les médias. Je pense à Catherine Deneuve par exemple, où les progressistes d'hier et les boomers typiquement sont en train de devenir les conservateurs d'aujourd'hui. Et donc je répondrai à ta question par le fait que est-ce que les personnes âgées sont nombreuses à embrasser le progressisme? Plus probablement qu'il y en a un bon nombre maintenant pour qui c'est plus le cas, parce qu'il y a un nouveau progressisme avec les questions LGBT par exemple, qui leur parle pas du tout, ou pas comme c'est en tout cas, et qui se font du coup dépasser par ces questions. C'est comme, pour prendre le problème à l'envers, on peut se dire une chose, c'est que Éric Zemmour, typiquement, est présenté comme étant d'extrême droite de nos jours. Mais si on le compare au programme qu'aurait pu avoir un radical, n'importe quel homme politique radical de la Troisième République, il serait probablement passé pour un mou du genou. Donc là aussi, le progressisme des uns et être conservateur pour les autres. Et on peut être progressiste et conservateur au sein même de sa vie. Et typiquement, on sait très bien que les votes, par exemple, évoluent avec l'âge, et que le vote devient plus conservateur avec l'âge. Et il est même probable que les jeunes actuels, même s'ils sont peut-être, est-ce qu'ils sont plus progressistes ou pas que leurs aînés, difficile de répondre. Mais en tout cas, il est certain qu'il y en a dans le lot qui en proportion, il y en aura plus qui seront conservateurs qu'il y en a actuellement. Merci beaucoup Aurélien pour ta réponse. On passe à la question d'Antoine qui demande: est-ce que la jeunesse actuelle est rattrapable? Alors je vais partir du principe que la question porte sur un temps plus court que attendre que les jeunes deviennent vieux, que cette jeunesse actuelle, pour attendre qu'elle soit rattrapable, devienne vieux, parce que d'ici là, il y aura eu pas mal de choses qui se seront passées, il y aura eu au moins 40 ou 50 ans. Donc je vais partir du principe que la question porte sur l'idée que ça serait pour les rattraper, on va dire, entre guillemets, d'ici 10-15 ans. Alors comme j'ai dit dans mon cercle, la question nationale, il faut se dire une chose, c'est quelque chose qui a pas vraiment forcément le vent en poupe, au moins donc dans cette jeunesse actuelle, au moins en France et en Allemagne. En moyenne, c'est partie des pays qui sont le plus touchés par l'idée que la nation c'est quelque chose de vieux, qui est plus forcément intéressant. Il y a des problèmes plus importants comme l'écologie par exemple, ou les questions LGBT. Et par exemple pour le vote Mélenchon, j'avais mis un document dans mes diapos, mais je vais vous l'envoyer dans questions conférences. Le temps de prendre un petit capteur d'écran de mes diapos. Donc c'est un vote pour les principaux candidats selon l'âge. Donc bon, la qualité est pas exceptionnelle, mais on voit quand même l'idée. Donc c'est l'Institut de sondage Elab pour le jour de vote du premier tour de l'élection présidentielle. On voit typiquement que Mélenchon nous fait un score, c'est là où il fait le score le plus élevé, où donc sans trop de surprise, le progressisme est le plus prégnant chez les plus jeunes. Il est aussi clair par exemple que les boomers actuels par exemple sont essentiellement c'est-à-dire que le boomer macroniste, on voit que c'est quand même 41% des boomers, des plus 65 ans en tout cas, votent pour Macron. Tandis que le vote Le Pen, par exemple, s'effondre complètement. Et on voit que le vote Le Pen, au final, typiquement, c'est quelque chose qui est assez typique des 25-34 ans et jusqu'aux 50-64 ans. Donc,
Mais typiquement, Zemmour, par exemple, a un meilleur score chez les 18-24 ans que chez les 25-34 ans. Donc, je pense que pour conclure mon intervention dans ta question, la jeunesse actuelle est-elle rattrapable? Je pense que oui, en un sens, ne serait-ce que, mais il faut savoir sur quoi jouer. C'est le message, on va dire, de ce cercle sous-jacent, c'est que chaque génération a son vécu, ses habitudes. Il y en a pour qui Instagram va être une sorte de communication privilégiée, il y en a pour qui Facebook va être une sorte de communication privilégiée, il y en a pour qui le mail va être une sorte de communication privilégiée. Il faut savoir comment toucher ces jeunes, en fait, c'est surtout ça. Donc je pense qu'ils sont rattrapables. Faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont une génération qui est réputée plus conformiste que les précédentes. Si du jour au lendemain le nationalisme intégral devient la nouvelle mode ultra tendance, il deviendra assez facile de les rattraper ou de les convertir. Je mets le nombre de guillemets nécessaires pour aller vite à cette de verve. Et bien dans ce cas-là, ça sera probablement plus aisé que pour d'autres générations. Maintenant, il y a la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut je pense conclure comme ça, à part s'il y a d'autres questions qui interviennent entre-temps, comment on peut les rattraper. Donc, il faut bien connaître leurs habitudes. Et c'est ça surtout la clé, en fait, c'est de savoir... il faut toujours rester proche du pays réel. Je conclurai mon cercle là-dessus. Il faut rester proche du pays réel. Il faut comprendre ses aspérités et savoir comment nous, à l'Action française, on peut arriver à parler au pays réel comme on a pu savoir le faire et comme il faut qu'on continue à savoir le faire.